Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Aloha! J'espère que vous reconnaissez à mon accent que je suis à l'extérieur pour une édition très, très spéciale d'Une tasse de tech. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Salut Alain. T'es où là? Dis-le que... Moi, je suis encore à Montréal. C'est sûr je devais que je vais être le dire. en ligne. Oui. Finalement, je suis grippé. J'ai souffert toute la nuit. Je me suis dit, je contaminerai pas les gens. En ce moment, je suis très médicamenté. Si je me mets à délirer un peu ou plus que d'habitude, n'hésite pas à me le dire. Mais toi, t'es... Je suis sur la magnifique île là. de Maui, à Hawaï. Ben, écoute, il fait chaud. Je veux dire ça. Je me considère d'un type polaire. J'aime beaucoup les 4 saisons très, affirmées. Genre, j'aime ça l'hiver. Il n'y a pas d'hiver ici, en tout cas. Puis là, en ce moment, il n'y a pas d'automne. Il fait 30 degrés. Il fait chaud, il fait soleil. On est sur le bord de l'eau. Il y a des vagues. Il y a beaucoup de bruit d'eau. En fait, c'est ça l'idée. C'est je voulais trouver un endroit où on pouvait enregistrer le balado avec, un plan de vue incroyable. J'ai vu des tortues, des pingouins. Je me suis fait chamailler par un cygne tantôt parce qu'il était dans le coin de l'escalier puis je pouvais pas passer. J'aurais aimé ça, montrer un peu plus et à cause des bruits partout, la seule chose que je peux faire, c'est m'installer ici avec le rideau derrière la fenêtre. J'espère que vous voyez un petit peu la mer pour prouver que je suis pas dans mon sous-sol cette semaine. Voilà. Ouais, t'as ouvert les rideaux tantôt, puis ici, il fait gris à Montréal. Purée. Ben, Non seulement je suis grippé, mais en plus, il fait gris. Toi, on m'a t'es dit au que soleil. quand il pleut à Hawaï, il pleut 10 minutes. Fait qu'on verra bien. Il annonce de la pluie cet après-midi. On verra. Je vais pouvoir peut-être vivre une expérience météorologique spéciale. On va voir. De toute façon, je suis ici pas par vacances. Je suis ici pour le travail. En fait, c'est le Snapdragon Summit. C'est la 10e année que Qualcomm organise cette rencontre annuelle-là. Et ça sonne comme une grosse affaire. Et c'est quand même une grosse affaire. Qualcomm, c'est un énorme leader des puces mobiles, n'est-ce pas? Et ils invitent non seulement des médias et des influenceurs, mais aussi ce qu'ils appellent les Snapdragon Insiders. Donc, des gens qui sont tellement fans du processeur de leur appareil informatique qu'ils ont décidé de s'inscrire à ce groupe de loyauté, j'imagine. Et il y en a quelques-uns qui viennent ici. Il y a quelques centaines de personnes qui, donc, à chaque année, viennent se convergent vers Hawaï pour le sommet Snapdragon. Et c'est pour ça qu'on est ici, parce qu'il y avait des nouvelles le fun cette année. Mais avant, parce qu'il y avait aussi des nouvelles le fun à Montréal, malgré tout. On va pouvoir en parler. Je ne sais pas si j'ai oublié, mais je pense qu'on peut le faire maintenant. Saluer nos partenaires que sont TELUS et Plan Hub. De toute façon, on est dans la mobilité depuis tantôt, ça tombe bien. TELUS qui, mine de rien, anime ou en tout cas fournit la connexion cellulaire actuelle sur laquelle j'enregistre et je joins Pascal, donc on voit que ça fonctionne, n'est-ce pas? Et Plan Hub, qui évidemment le comparateur de forfait sans fil et Internet à la maison, qui ces jours-ci devrait être probablement très occupé, parce que j'ai écrit un truc sur le prix des services de streaming récemment dans la presse, et bien des gens m'ont répondu en me demandant « Hey, justement, je voulais revoir mon forfait, là, mon Internet, tout ça coûte très cher. » Ben, Plan Hub est là pour vous. Ils ont aussi un comparateur de eSIM, ça c'est un autre sujet, SIMBud, où vous pouvez aller voir parce que c'est maintenant la grosse affaire. Le eSIM, là, avec l'iPhone 17, entre autres, qui n'a plus de fan SIM, c'est l'occasion de revoir vos affaires de ce côté-là. Et en voyage, c'est tellement pratique. Je m'en vais bientôt au SEO Summit à Paris, invité par Planet Hoster, un de nos partenaires aussi. Et puis, je vais avoir une eSIM que je vais acheter, installée dans mon téléphone sans avoir besoin de... Je me souviens qu'en avion, j'avais mon petit trombone que j'enlevais, j'éjectais la SIM, je gardais soigneusement ma SIM montréalaise, québécoise. Je mettais ça dans un petit pot, là, je mettais ma nouvelle SIM dedans, c'était pas évident. Avec une eSIM, en quelques secondes, dès qu'on arrive à l'aéroport, dès qu'on se pose, tout de suite, on a une connexion Internet. Très, très, très pratique. Il y a un épisode où on va parler de plein d'affaires. Oh, tu parlais de... Ben, j'allais dire, il y avait une époque où il y avait aussi 3 dimensions de carte SIM, et là, à ce moment-là, il fallait avoir en plus les petits adaptateurs, parce que c'était un paquet de troubles, mais effectivement... On a avancé là-dessus. Tout le monde a la nano SIM. Au moins, on a sauvé ça. Mais effectivement, bientôt, plus de SIM du tout. Ça va changer pas mal l'approche. Mais oui, je te laisse aller, Pascal, pour nous parler d'Alin un peu, là. Ben oui, tout à fait. C'est un salon d'intelligence à Montréal, d'intelligence artificielle à Montréal. Quand je te dis que je suis médicamenté, ça paraît. Il y a eu beaucoup d'annonces. On pourrait pas toutes les nommer ici. Il y en a quelques-unes qui ont attiré mon attention. Il y a entre autres une compagnie qui s'appelle AI Vibe qui dévoile son indice global
GenAI, qui mesure comment les organisations adoptent et déploient l'intelligence artificielle générative. Et grosso modo, et ça confirme exactement ce que je vois dans mes formations que je donne sur l'intelligence artificielle, c'est que la formation, c'est l'élément déterminant pour les gains de productivité avec l'intelligence artificielle. Le rapport identifie que la formation pertinente, évidemment, c'est le facteur numéro 1 qui permet d'atteindre des gains de productivité significatifs. Et les gains de productivité significatifs, on détermine que c'est plus de 20% d'automatisation de ces tâches. Fait que là, si tu réussis avec l'intelligence artificielle automatisée, plus de 20% de tes tâches, c'est considéré comme un gain de productivité significatif. Il y a 40% des employés de tous les niveaux qui n'ont pas reçu de formation sur l'intelligence artificielle. Sans formation, ils ne savent pas comment intégrer leurs tâches, comment l'intégrer, dans mon cas, ce que j'ai constaté de façon sécuritaire. Parce que souvent, on utilise ChatGPT, on ne se rend pas compte que l'information peut être réutilisée par le modèle pour entraîner le modèle et tout. Si on gère de l'information sensible, il faut garder ça en tête. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on peut faire et ce qu'on devrait peut-être pas faire aussi avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est assez intéressant de voir ça. AI Vibe, son indice global Gen AI, jetez un coup d'œil, googlez ça. Demander à l'intelligence artificielle de vous résumer les grandes lignes de tout ça. Il y a notre partenaire TELUS. Oui, voilà. Oui, c'est bon, ça, c'est une belle nouvelle, en fait, pour les gens de Rimouski, là. Ouais. Oui, TELUS, notre partenaire, qui a annoncé l'ouverture d'un premier centre d'intelligence artificielle entièrement souverain au Canada, qui est établi à Rimouski. Alors, c'est à Rimouski, c'est québécois, énergie renouvelable à 99, quelques %. C'est exploité 100% au Canada. On mentionne que certains autres centres ne sont pas 100% au Canada. C'est le cas de ceci. C'est entièrement à l'intérieur des frontières canadiennes. C'est protégé par les normes nationales de sécurité. TELUS serait le premier fournisseur du genre. Il va se joindre aussi à se joindre au réseau de partenaires infonuagiques de NVIDIA, un autre manufacturier de puces informatiques. Donc, il serait le premier fournisseur de services en Amérique du Nord à se joindre au réseau infonuagique de NVIDIA. Alors, c'est intéressant, ça. Je veux dire ceci... Parce que pendant la ligne, je regardais une conférence du ministre. On a un ministre fédéral à l'intelligence artificielle au Canada depuis quelques mois et il a dit, parce que ça c'est un truc, il y a bien des entreprises qui s'inquiètent du Patriot Act, qui est la loi américaine, et je pense que c'est le Data Act aussi. En fait, il y a une ou deux lois là qui touchent la gestion des données, même à l'extérieur du territoire américain. Et Microsoft a dit il y a quelques mois que, ouais, si la loi américaine lui oblige, elle va aller chercher les données des gens hébergés dans ces centres au Canada. Et il va puiser dedans. Chose que un centre souverain comme celui de TELUS, évidemment, ne permettrait pas parce qu'il n'y a aucune gestion étrangère dans ce projet-là. Donc, il y a des éléments comme ça qui sont très sensibles pour bien les entreprises. Ça, c'est un plus pour les centres de données 100% souverains, définitivement. Là. Écoute, et une autre nouvelle, c'était qu'il va y avoir une brigade d'intelligence artificielle. C'est une initiative du Conseil de l'innovation du Québec qui va aider brigade d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous vont voir un uniforme, des t-shirts, des grosses bottes couleurs, ça peut être très particulier, des grosses bottes, qui veulent démystifier et accélérer l'usage de l'intelligence artificielle au Québec, évidemment. J'ai bien hâte de voir ce que ça va. Évidemment, on veut accompagner, toute une vague, j'imagine, de consultants qui vont pouvoir offrir des services d'intégration de l'intelligence artificielle. On s'entend qu'Aline, c'est un salon qui met de l'avant l'intelligence artificielle et qui veut s'assurer que ça fonctionne. Et là, c'est fou parce que je lisais dans une autre nouvelle que Deutsche Bank, qui est quand même pas une petite banque, la banque allemande, qui indique que les investissements à eux seuls empêchent les États-Unis de tomber en récession. Dans l'intelligence artificielle, exactement. Il y a beaucoup d'investissements en intelligence artificielle qui sont mis, beaucoup d'argent. Et là, la question, c'est est-ce que ça va passer ou ça va casser? Est-ce que ça va être une bulle? Est-ce que vraiment il va y avoir des gains de productivité? Est-ce que vraiment ça va aider les employés? Est-ce que vraiment ça va augmenter les revenus? On parlait d'opportunités de marché, conquérir des nouveaux, être plus efficace, optimiser sa production et tout. Mais si ça casse, il peut y avoir une bulle incroyable qui va éclater.
Parce qu'au-delà des chiffres, les entreprises qui sont les fers de lance de l'IA ne sont pas nécessairement aussi profitables qu'on le pense. OpenAI n'est pas profitable du tout, là. Donc, oui, bien un bon point. Ça dépense et pourtant, ils brûlent de l'argent, ils consomment de l'argent à une vitesse incroyable. Très, très hâte de voir. Puis dans une échelle québécoise, évidemment, on peut mettre de l'argent beaucoup là-dedans. On a vu comment certains projets gouvernementaux ont été, on pense à la filière des piles, des batteries. Ça clique, électriques. Ça clique aussi. C'est tous des gouffres financiers si on met, encore une fois, des investissements mal placés ou qui ne rapportent pas. C'est un risque parce que tu as raison. Je pense que au-delà de 80% de l'argent qui va dans l'intelligence artificielle au Canada vient des gouvernements, en fait. Donc oui, si la bulle éclate, parce qu'il y a des gens dans le secteur qui parlent définitivement d'une bulle, ça va faire mal à un peu tout le monde, là. Donc, effectivement, c'est important de suivre ça de près. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, donc c'est assez pertinent quand même. Écoute, avant qu'on parle des processeurs, j'ai 2 petites nouvelles encore que j'aimerais mentionner. Claude, dans Copilot, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, restons dans le ton. Copilot, c'est l'assistant d'intelligence artificielle de Microsoft qui était en partenariat avec OpenAI. Donc, c'était ChatGPT emballé pour être utilisé dans les outils Microsoft. On va bientôt pouvoir choisir d'utiliser Claude dans les outils pour créer des agents. Ça va être dans Copilot Studio, qui est une partie de Microsoft qui permet de créer des agents intelligents, qui permettent de créer des documents, de déplacer des documents, de gérer, d'automatiser ces trucs. Alors, on va pouvoir choisir. Et là, je suis très curieux de voir où c'est que ça s'en va, parce que Microsoft est toujours en négociation avec OpenAI. Ça pourrait être beaucoup de sous. Microsoft a été dans les premiers à investir. Ils ont investi des milliards de dollars dans OpenAI. Mais là, je pense que les allégeances ou les alliances vont peut-être... Microsoft, je pense qu'il veut étendre son portefeuille. on veut réduire les chances que ça c'est un peu étrange de voir Microsoft vouloir se distancer d'OpenAI alors que OpenAI n'arrête pas en principe de faire de plus en plus de belles choses en voyant sa valeur théorique gonfler sans arrêt. Donc, il y a comme une espèce d'anguille sous roche là, dans ce qui se passe dans la relation entre Microsoft et OpenAI. Mon soupçon là-dedans, pratique anticoncurrentielle. Peut-être. S'il y a trop d'investissements, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas le gouvernement américain qui pourrait dire « Oh là là, vous mettez trop de billes dans OpenAI, ça diminue la concurrence. » Qu'en est-il des alternatives? En ouvrant sa porte à Claude et des alternatives, on a peut-être des options. Puis il y a peut-être aussi l'Union européenne là-dedans qui a son mot à dire. Je lance des pistes comme ça. Et un truc, parlant d'Union européenne, je fais un lien incroyable. C'est moins lié à l'intelligence artificielle, mais les cookies de consentement. Quand on va sur un site, c'est l'Union européenne qui a imposé ça. Le fait qu'on arrive sur un site, là, on a un pop-up qui nous dit est-ce que tu acceptes les cookies, puis les traçeurs, les pisteurs qui collectent l'information personnelle sur toi. Il semble que l'Union européenne est en train de revoir ça, parce que je pense que tout le monde, maintenant, on clique sans réfléchir. Il y a un petit pop-up, on clique, on réfléchit plus. Et ça, c'est pas du consentement éclairé. Si on s'arrête pas puis qu'on lit pas les petites clauses, on peut se faire passer n'importe quoi parce qu'on clique toujours sans réfléchir. Et là, ils vont dire, je pense que, à moins que ce soit des permissions exceptionnelles ou des permissions particulières d'un certain niveau, ou si les données sont pas utilisées tout simplement, sur mon site web, je regarde pas vraiment les données que Google récolte. Tu monétises pas ça, franchement? Je monétise pas ça tant que ça. Quoi qu'en ce moment, comme je suis dans un salon d'SEO, c'est très drôle. En ce moment, je travaille sur mon site. Je vais sûrement t'en reparler pendant le salon SEO, mais j'essaie de voir comment je peux rendre mon site plus accessible, plus facile à trouver et tout. Que les cookies de consentement pourraient diminuer. Ils sont en train de travailler là-dessus en Europe. La Commission européenne discute avec les partenaires de l'industrie pour essayer de changer les règles pour qu'on ait moins besoin, on ne soit plus obligé d'avoir des pop-up pour tout et n'importe quoi quand on navigue sur des sites web. Petite nouvelle comme ça qui m'a ému. Moins de cookies. Écoute, Google pousse fort pour étirer la durée de vie des cookies parce qu'on sent que c'est un élément dans le web moderne qui est assez difficile à juste effacer, éliminer. Donc, de revoir la pratique, peut-être la gouvernance de ces fichiers témoins, n'est-ce pas? C'est pas une mauvaise idée, effectivement.
Merci Pascal. Je vais vous parler du Snapdragon Summit en 2 temps. Donc, on tombe dans la deuxième partie de notre émission, qu'on fait d'un bloc. C'est une tasse de tech express cette semaine, définitivement. Le Snapdragon Summit, ça a commencé il y a 10 ans à New York. Les gens qui suivent les technos en ont peut-être entendu parler, mais ça n'a pas vraiment beaucoup rayonné au Canada parce que jusqu'à cette année, en fait, ils n'ont jamais invité de médias canadiens à l'événement. Il y en a quelques-uns qui y allaient dans le Canada anglais sous couvert d'être insiders, donc d'être des fanatiques de la marque. Il y avait des petits passe-passe, mais dans l'ensemble, c'est la première fois qu'on ouvre vraiment les portes à des médias, des gens des médias comme nous. Et c'est intéressant. Ça fait des années que je voulais assister à cet événement-là, parce qu'à chaque année, il y avait plusieurs grosses nouvelles qui sortaient de ce sommet-là qui ne concernaient pas nécessairement spécifiquement que Qualcomm. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées, surtout dans la dernière année, qui rendent ce salon-là un peu plus intriguant. Je regardais récemment, on parle beaucoup d'NVIDIA dans l'intelligence artificielle. La valeur d'NVIDIA est incroyable. C'est rendu au-dessus de 4200 milliards de dollars de valorisation boursière. C'est la plus grosse entreprise à la bourse de New York. Broadcom, qui est un fabricant de composants aussi, a récemment une entente avec OpenAI et a aussi explosé en bourse depuis un petit bout de temps. Et le troisième gros fabricant, Qualcomm, pendant ce temps-là, pouette. Ils font très bien, ils sont profitables, leur action est en hausse, mais de 10% sur un an. Et ils ont une valorisation, écoute, c'est 180 milliards, ce qui est extrêmement bien. Mais dans l'espèce d'inflation de valeur boursière des entreprises d'intelligence artificielle, on est loin à la traîne. Et c'est un peu ça que je voulais voir. C'est quoi la stratégie de Qualcomm pour se repositionner par rapport à ça? Parce que Qualcomm fabrique des processeurs, mais pas nécessairement pour des centres de données, des processeurs vraiment pour des téléphones très mobiles. Ils ont lancé il y a 2 ans des puces pour ordinateurs. On a eu quelques appareils. Je pense qu'il y a une Windows Surface. Je sais pas si c'est le laptop ou la tablette là qui a une puce Qualcomm sur architecture ARM, qui est un gros différenciateur pour ces puces-là, parce que normalement, vous le savez, Windows, c'est sur des appareils x86, le fameux binôme Wintel, là, qui originalement était conçu autour de processeurs fournis par Intel. Intel est en pleine déroute en ce moment. Windows, chez Microsoft, on veut le déployer sur des architectures, disons, mobiles, entre guillemets, qui sont un peu plus performantes, et ça permet à Qualcomm de se positionner dans ce créneau-là comme un des fabricants de puces. Je vais pas dire d'avenir, mais avec le vent dans les voiles, la promesse de Qualcomm, et c'est ça qui est intéressant, tu sais, pendant que chez NVIDIA, hier, on parle de centaines de milliards de dollars de valeur, chez Qualcomm, on se dit, si on vend pour 4 milliards de puces d'ici 5 ans, on va être bien content. Donc, je trouve que l'ordre de grandeur est intéressant. Et tout ça, vous donnant le contexte du sommet de cette année, vous comprendrez pourquoi Qualcomm, donc, a levé le voile, je devrais dire, cette semaine sur 2 nouveaux processeurs. C'est les grosses nouvelles, dans le fond, du Snapdragon Summit de cette année. Il y en a un, donc, pour mobile et il y en a un pour PC. J'arrive pas à figurer lequel des deux est le plus significatif. Ces 2 belles nouvelles, ce sont 2... Écoute, évidemment, Qualcomm dit dans les 2 cas que c'est le processeur le plus puissant dans son marché respectif, ce qui est probablement extrêmement applicable du côté du mobile. Du côté du PC, ça va être à déterminer parce que tout le monde joue du coude et ça joue raide dans ce créneau-là, mais on va départager ça ensemble. Je vais commencer par le mobile où on a présenté la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui est quand même quelque chose à dire parce que c'est long. Vous savez, à une autre époque, il y avait 3 gammes. Il y avait la gamme 600, 700 et 800 chez Snapdragon et c'était facile comme ça. Récemment, on a revu ça pour sortir le Snapdragon 8 et là, on décline les versions de la 8. Et là, on a ramené Gen 5 pour dire que oui, on fait la Snapdragon 8 depuis quelques années, mais à chaque année, c'est une nouvelle génération. Alors là, on est rendu avec la génération 5. Et la version Elite, c'est la version plus puissante de cette puce-là, parce qu'on a aussi dit, à la fin de la conférence, ça a pris 8 secondes. On a aussi une Snapdragon 8 tout court qui s'en vient, Gen 5. Donc, et celle-là, on n'en a parlé absolument pas. Mais c'est une façon de dire qu'au-delà des téléphones les plus sophistiqués, on va voir être mis en marché dans la prochaine année, il va avoir aussi des téléphones plus abordables, peut-être un peu moins puissants, mais animés par une puce, une version réduite, plus modeste de la puce qui a été présentée. Les processeurs mobiles, ces jours-ci, ressemblent beaucoup aux processeurs pour PC. On a 3 gros morceaux. Processeur unité centrale, donc un CPU, unité graphique, le GPU, et un processeur neuronal, le NPU, multicœur, évidemment, dans les 3 cas. Dans le cas chez Qualcomm, on a des noms pour tout, là. Les CPU s'appellent Orion.
On est rendu à la 3e génération de cette technologie-là de processeurs qui cadence en gigahertz là, à un niveau quand même assez intéressant. On a aussi évidemment des GPU qui s'appellent Adreno qui sont revus. On dit qu'on les a améliorés cette année pour être 23% plus puissants. Ce qu'on veut faire chez Qualcomm, c'est pousser beaucoup sur le jeu vidéo de pointe sur mobile. Apple l'a fait beaucoup aussi depuis 2-3 ans avec ses iPhones, de dire vous pouvez avoir enfin du lancer de rayon, là, du ray tracing, vous pouvez faire plein de choses dans vos jeux vidéo de pointe sur téléphone. Je vois pas beaucoup de monde jouer à des super jeux genre Assassin's Creed sur son téléphone. Je sais pas à quel point c'est un marché. Mais ce qu'on nous explique chez Qualcomm, c'est que c'est une façon de dire, regardez la puissance de notre appareil, vous pouvez faire plein de choses, et le meilleur exemple, c'est le jeu vidéo de pointe. Donc, à vous de voir ce que vous faites avec votre téléphone, mais le gag, Pascal, qu'on utilise souvent, c'est beaucoup de mécanique, c'est beaucoup de muscles pour jouer à Candy Crush, pour vrai, et pour regarder des reels Instagram, ce qui est probablement l'usage le plus répandu, oui, c'est ça, des téléphones actuellement. Et pour finir sur la mécanique, le NPU, le processeur neuronal, son nom chez Qualcomm, c'est Hexagon. Donc, Hexagon, on dit qu'il est 37% plus performant dans les tâches d'intelligence artificielle. Et tout ça mis ensemble, ça donne un processeur qui serait 10 à 20% moins énergivore. Donc, ça va dire, on promet, n'est-ce pas, des téléphones dont l'autonomie sera au-delà d'une journée. Et j'ai pas besoin de vous rappeler qu'une journée en mobilité informatique, c'est n'importe quoi entre 18 et 24 heures. Là, ça dépend de à qui vous parlez. Mais ça veut pas dire que c'est 24 heures d'utilisation intensive. Ça veut dire que si vous l'utilisez normalement, de temps en temps, vous sortez votre poche, vous êtes bon pour plus qu'une journée d'utilisation. Les 3 objectifs, vous aurez compris, chez Qualcomm, c'est de parler de performance de batterie, donc de meilleure autonomie, et d'IA. On n'en sort pas de l'intelligence artificielle, on en parle tout le temps, on en a parlé depuis 3 jours. Il y a un truc qui est intéressant, plus concrètement, la nouvelle puce va permettre de lancer des applications plus rapidement. Tu sais, des applications qui s'ouvrent à l'écran, semble-t-il qu'on va vraiment une belle différence dans la façon, dans la rapidité dont les applications s'ouvrent. Et le multitâche aussi. Quand on passe d'une application à l'autre, ça serait plus fluide. C'est-à-dire qu'on aurait déjà tout de suite accès à l'information et c'est pas juste l'application qui apparaît et là qui s'accumule. Donc, l'information s'affiche tranquillement ensuite. Ça serait tout près d'un coup. Donc, on accélérerait le multitâche sur mobile. Ça signifie, à mon avis, que ça va prendre des plus gros écrans. Est-ce qu'on aura des téléphones pliables en plus grand nombre? Je sais pas. On a revu les codecs vidéo, on a revu les codecs audio pour faire de la vidéo ou du traitement d'image embarqué. Vous savez, quand on prend une photo maintenant sur un téléphone, il y a beaucoup de numérique qui embarque pour l'améliorer, l'optimiser, disons, qu'on le veuille ou non. Et là, on a amélioré, raffiné cette technologie-là chez Qualcomm, dit-on. On dit que c'est le système sur plus le plus puissant à l'heure actuelle. Le système sur plus, c'est parce qu'un SoC, c'est vraiment de l'expression consacrée, c'est l'architecture mobile en vogue. C'est-à-dire que c'est une puce qui a plusieurs petits composants, plusieurs circuits. Et on a parlé beaucoup à travers cette nouvelle puce-là d'intelligence artificielle agentique. Ça, c'est le buzzword de l'automne. Là. Si vous avez pas entendu parler d'agentique, jusqu'ici, vous allez en entendre beaucoup parler dans les prochains mois. C'est Google, entre autres, a poussé ça fort là, au début de l'année. C'est en fait, c'est de l'applicatif. C'est un autre buzzword essentiellement pour dire votre assistant personnel d'intelligence artificielle pourra accomplir des tâches très précises. Par exemple, vous allez demander vocalement à votre téléphone, ça peut être Gemini ou n'importe qui, de dégager votre horaire parce que vous filez pas bien aujourd'hui. Pascal, t'aurais d'ailleurs pu faire ça avec un agentique. Ça m'aurait été tellement utile. Et la promesse d'une IA agentique, c'est qu'elle va automatiquement aller dans votre agenda, elle va contacter les gens avec qui vous avez des rencontres prévues, va leur dire je file pas, on remet ça demain, ainsi de suite, dégager votre horaire et accomplir la tâche au complet sans votre intervention, et va vous dire dans la minute suivante je m'en suis occupé, tout est sous contrôle, va faire dodo, va faire une sieste, c'est excellent. Un autre exemple, c'est hey, je m'ennuie, je veux voir mes amis ce soir, organise-moi une soirée, fais-moi un party quelque part et invite tout le monde. Et l'agent, en fait, va réserver une salle ou une table de restaurant, va tout faire ça d'elle-même, va appeler les gens, va confirmer, va pouvoir faire une liste ensuite de qui sera là et qui sera pas là et de quel dessert apporter pour compléter le repas ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est la promesse. Et on en a beaucoup parlé à partir de cette puce-ci chez Qualcomm, là, la 8 Elite Gen 5. Donc, longue histoire courte, c'est la chose dont on va beaucoup entendre parler dans les prochains mois. Surtout que la nouvelle puce, déjà on sait qu'elle va animer des téléphones très connus et très populaires chez nous. Le premier du groupe est annoncé d'ailleurs ce matin, c'est le OnePlus 15 qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et là, je vous entends réfléchir à la question, mais il n'y avait pas un OnePlus 13, donc où est le OnePlus 14?
on a sauté le 14. Ça porte malchance en Chine, ce chiffre-là, donc on a décidé d'aller directement à 15. Et quelqu'un disait quelque part, et je ne sais pas si c'est vrai, ça sera vérifié, qu'on ferait aussi sauter le 16 pour arriver rapidement au 17 pour se rapprocher d'Apple dans la numérologie, je le dirais comme ça, parce que c'est quasiment ésotérique. Et c'est quand même assez rigolo de voir des chiffres comme ça qui, dans le fond, n'ont aucune réelle signification, mais qui, permettent de dater peut-être les produits. Mais bref, on aura un OnePlus 15 et on a eu les détails d'ailleurs, Pascal, juste dire rapidement, qui va être animé par la puce le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Avec le nouveau traitement d'image Detail Max Engine qui va traiter l'image pour encore des photos plus impressionnantes. Il y a aussi le Galaxy S26 Ultra, le prochain Z Fold, qui va avoir ce nouveau processeur-là. Évidemment, on s'attend que Sony, ROG, Xiaomi, Oppo et la puce. D'ailleurs, tu parlais de numérologie. Xiaomi a sorti son... le Xiaomi 17 et pas... c'est ça, c'est eux, exactement. De 15 à 17 directement pour se coller sur l'iPhone. Apple. Et si je peux me permettre, le truc qui est très, très drôle, c'est que dans le plateau pour les caméras, ils ont intégré un écran Xiaomi. Et ça, je trouve ça très, très intelligent parce qu'Apple a dit, on a un plateau pour nos caméras, la bosse de caméra, c'est plus une bosse, c'est un plateau, donc c'est servi sur un plateau d'argent. Xiaomi, c'est dit, nous, on met un écran dedans. Fait que ça, c'est assez spectaculaire parce que ça va permettre de, quand tu prends une photo, d'avoir un aperçu, d'afficher des notifications directement dans le petit plateau avec les caméras du Xiaomi. C'est le Pro 7, quelque chose comme ça. On n'arrête pas le progrès. Si vous aimez ça, les nouveaux téléphones. Puis on fait aussi un nouveau processeur Snapdragon, le processeur pour les ordinateurs aussi. Voilà. Ça, c'est assez cool, les processeurs qui sont au départ conçus pour une consommation d'énergie moindre. Quand tu parlais de la performance sur les ordinateurs, tout le temps délicat, parce que souvent Intel avait des très, très bonnes performances, mais ça consommait énormément d'énergie. Dès que tu les mettais dans un ordinateur portable, on bridait beaucoup la performance du processeur. Snapdragon, c'est des appareils qui sont à la base pensés pour fonctionner bien avec peu d'énergie. Puis avec peu d'énergie et... Vas-y. X2 Elite et X2 Elite Extreme. Tu parles de la performance et de la puissance. Apple joue là-dessus aussi, parle beaucoup de performance par watt. Là, on parle plus vraiment juste de gigahertz ou de cadençage ou des choses comme ça. Puis dans le cas de Qualcomm, on a joué là-dessus en lançant une pique vers Intel. Je pense que c'est l'année passée où on disait, tu sais, nous, nos appareils, même quand on les débranche du mur, ils fonctionnent pas seulement à 55% de leur puissance optimale. Exactement. C'était vraiment un problème avec les appareils processeurs Intel parce qu'ils n'étaient pas capables d'aller chercher la même puissance quand ils étaient sur batterie que quand ils étaient sur secteur. On prolonge cette notion-là avec les nouveaux processeurs Snapdragon, comme tu les as dit, comme tu les as appelés, le X2 Elite et sa version un peu plus costaud, la X2 Elite Extreme. Qualcomm ne l'a pas dit. Ils ont comme rappelé quand même qu'il existait sur la Snapdragon X, donc la première puce de cette série-là qui a été lancée en 2023 ou 2024, je sais plus. C'est 2024 parce que ça fait un peu moins de 2 ans. À l'époque, ils avaient des versions aussi moins costaudes de cette puce-là pour produire des ordinateurs portables meilleur marché. Donc, à l'horizon, dans les prochains mois, en plus des 2 nouvelles puces, ou en tout cas des 2 nouvelles variantes de cette puce-là, il y aura des versions qui vont être un petit peu dégarnies pour rendre ça plus abordable. Parce qu'on pousse dans le haut de gamme chez Qualcomm, c'est là qu'on dit qu'on peut se distinguer. On parlait de Xiaomi tantôt, entre autres des fabricants chinois qui poussent fort, qui sont rendus. Dans le cas de Xiaomi, on a présenté une première puce là, il y a pas longtemps, au début de l'été, dont les circuits sont imprimés sur un procédé de 3 nanomètres de dimension, qui est l'espèce de standard haut de gamme que Qualcomm fait, Apple fait, TSMC, le Taïwanais, fait aussi. Donc, je crois que c'est aussi c'est le même procédé qu'on a du côté des puces Tensor chez Google. Donc, tout le monde est rendu là, sauf les fabricants chinois. Et là, Xiaomi a une puce. Je pense que Huawei a quelque chose aussi. On les connaît moins parce qu'ils sont plus chez nous, mais ça chauffe. Et évidemment, les fabricants chinois vendent des produits meilleur marché. Donc, chez Qualcomm, on s'est dit le meilleur moyen de
continuer notre croissance, c'est d'aller dans le haut de gamme où ils ne sont pas présents, là, ces concurrents-là. On dit que ce sont les X2 Elite et le X2 Elite Extreme, les processeurs pour Windows les plus puissants et les plus efficaces en termes d'énergie. Une affirmation que voudront peut-être challenger AMD avec sa gamme Ryzen et Intel avec ses nouveaux Core Ultra. Quoique chez Intel, on a de la misère ce jour-ci, mais chez AMD, certainement qu'on va vouloir aller comparer des données. Il y a eu une super conversation sur le benchmarking hier. Je sais pas comment on dit ça en français, parce qu'un benchmark, c'est un banc d'essai. Mais on n'a jamais réussi à faire un verbe avec ça. Tu sais, j'ai pas banc d'essayer un processeur hier. Mais on a discuté de... tester. Ouais, on a, c'est vraiment de l'étalonnage parce qu'on va faire chercher la puissance maximale dans les contextes précis. Et c'était une conversation justement parce que tout le monde a son propre. Il existe plusieurs façons de faire des benchmarks, de faire des bancs d'essai pour aller chercher la capacité maximale, la puissance maximale, plein de données sur un nouveau processeur, un nouvel appareil informatique. Et chez Qualcomm, on dit nous on triche pas sur la température de la pièce, on triche pas sur plein d'affaires, ça nous donne un résultat avec lequel on est très satisfait. Et là, on sent d'un fabricant à l'autre, on arrive tout le monde avec un chiffre qui fait notre affaire, mais donc on se chamaille pas mal. Chez Qualcomm, on se félicite d'avoir la puce la plus puissante du côté Windows. On s'est dit, Apple, ils font du bon travail, mais on compare pas nécessairement les pommes avec les oranges ou les pommes avec les Windows, avec les fenêtres. Allez savoir. La nouvelle puce X2 Elite a 18 cœurs, c'est quand même pas rien. On parle d'une cadence de 4,4 GHz. On présente un boost à 2 cœurs seulement qui fait 5 GHz, donc du traitement de pointe assez rapide, merci. On n'a jamais réussi avant ça, semble-t-il, dans l'histoire de l'informatique mobile, d'avoir une puce sur architecture ARM qui arrivait à atteindre le 5 GHz de puissance, de cadence, en fait. Donc, c'est quand même un beau petit exploit. Procédé d'impression de 3 nanomètres, je le disais. Si vous êtes familier avec la famille des processeurs, des puces, des composants Qualcomm, vous savez qu'ils ont des noms aussi pour leurs puces. Leur processeur, l'unité centrale s'appelle Orion. On dit qu'elle est 75% plus rapide par rapport au Snapdragon X Elite il y a 2 ans. Les processeurs graphiques 2,3 fois plus vite, meilleure performance par watt améliorée, et les processeurs neuronaux ont doublé pratiquement leur capacité d'inférence. Ça, c'est le nouveau buzz, c'est un buzzword, mais c'est un terme assez technique en intelligence artificielle. Mais bref, on dit qu'on peut atteindre jusqu'à 80 000 milliards d'opérations par seconde, 80 TOPS. Et si vous vous rappelez un peu, il y a un an et demi environ, les TOPS, c'était la grosse affaire pour déterminer c'est quoi un PC Copilot Plus du côté de Microsoft, entre autres. Et à l'époque, je pense que la barre était à 40 ou 45 TOPS. Et les premiers processeurs, les premiers PC portables Copilot Plus à l'époque, avec comme processeur un Snapdragon X qui était cadencé, ou qui avait une capacité de traitement de l'information en IA de 45 TOPS. Donc, si vous faites le calcul, on passe de 45 à 80 d'une génération à l'autre des processeurs pour PC. Donc, c'est quand même un gain de puissance dans le traitement d'applications d'intelligence artificielle qui est assez intéressant. Encore là, on a parlé d'agentique. Aussi, bientôt, votre PC va être votre meilleur ami. Il va pouvoir faire des choses incroyables pour vous. J'attends toujours le jour où ça va exister pour vrai, parce que c'est le genre de scénario, vous savez, où votre ordinateur, votre assistant numérique fait tout pour vous, qu'on nous joue dans les conférences de presse depuis, je vais dire, 15 ans, 20 ans même, et on attend toujours vraiment que ça se concrétise pour vrai. Mais là, évidemment, cette fois, c'est la bonne qu'on nous dit. Ben oui, c'est comme l'auto autonome, c'est comme la conduite autonome. On nous promet depuis tellement de temps que tout est là, tout va marcher. Là, on nous promet que ça va acheter notre billet d'avion pour nous sans intervention. J'ai hâte de voir ça. Parce que le risque d'erreur est tellement grand. Oui, on va se ramasser au New Jersey plutôt qu'à Hawaï si on se fie à notre agent, à DIA. Personne ne veut ça. Tu as bien raison. On a amélioré la bande passante de la mémoire vive aussi sur les puces. Là, on parle de 228 gigabits seconde de transfert de données. Donc, il y a vraiment un gain de puissance intéressant. Je ne sais pas pour l'intelligence artificielle, mais c'est sûr que pour, encore une fois, le jeu vidéo, mais aussi tout ce qui est création de contenu. Là, si vous allez souvent dans Photoshop, si vous faites de l'édition vidéo, des automatisations, des filtres qui s'appliquent là, de façon en grande quantité, en grand volume, rapidement, j'ai l'impression que les gains là-dessus vont être assez intéressants en termes de vitesse de traitement de l'information. D'ailleurs, on dit que la puce comme telle est 30% plus puissante, plus rapide, plus performante par rapport à la X Elite et qu'elle consomme 16% moins d'énergie pour arriver à la même tâche. Donc là, on parle encore une fois ici aussi d'appareils qui auront une autonomie de plus d'une journée.
une journée de 8 heures dans le cas de Qualcomm, parce qu'on dit c'est 8 heures de travail. Vous allez au bureau pour 8 heures, donc vous utilisez votre ordinateur 8 heures par jour, et donc vous aurez au moins 8 heures, mettons 12-14 heures d'autonomie facile par charge. Ce qui, pour un ordinateur portable, est quand même pas mauvais. Là. C'est une bonne, grosse journée et plus de travail. Donc ça, c'est intéressant. Et on prédit, évidemment, que ça va être certifié comme PC Copilot Plus si l'étiquette continue d'exister, parce que je ne sais pas du côté de Microsoft si on va utiliser cette application et cette appellation-là encore très, très longtemps. Mais bref, on dit que c'est la puce, donc pour PC, la plus puissante en son genre. À suivre, n'est-ce pas, parce qu'il va y avoir la surenchère, parce que là, le temps des fêtes approche, et évidemment, c'est une grosse période pour les fabricants de PC, et là, peut-être qu'on voudra surenchérir chez les concurrents de Qualcomm. Cela dit, pour Qualcomm, les premiers PC animés par la puce Snapdragon X2 Elite et sa contrepartie extrême vont arriver seulement dans la première moitié de 2026. Donc, ce sera pas cet automne, ce sera pas cet hiver. Ça va certainement être probablement au début du printemps. Qu'on va voir les premiers appareils haut de gamme nécessairement, qui ne seront pas les plus abordables. L'objectif je le disais tantôt, de Qualcomm est à la fois ambitieux et modeste. On veut vendre pour 4 milliards de dollars de puces informatiques dans le marché du PC mobile d'ici 2029. La part de marché de Qualcomm dans le mobile est minime pour l'instant. Globalement, elle est de 1%. En Amérique du Nord, elle est de 10 ou 12%, je crois, en ce moment, ce qui est quand même mieux que zéro, parce qu'on vient à peine de commencer d'entrer dans le marché, et c'est perçu comme un bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de place pour aller conquérir du marché. Et pour de vrai, c'est des super processeurs qu'ils ont dans le PC, pour avoir essayé la Snapdragon X l'année dernière, avec Windows 11 sur un PC, je sais pas si c'est une tablette Surface. Ça marche. Alors, je pense que même Asus avait un appareil, un ZenBook, si je me souviens bien, qu'il y avait ce processeur-là, et ça marchait très bien. Il y a beaucoup de jeux qui doivent être optimisés. Il y a beaucoup d'applications qui doivent être refaites, qui doivent être adaptées, parce que c'est pas la même formule que Windows sur un processeur Intel. Donc, la principale lacune des produits-là, c'est que tous les logiciels ne sont pas natifs 100% du jour 1. Mais semble-t-il qu'on travaille fort là-dessus aussi. Donc, à suivre. Mais deux annonces qui devraient être intéressantes, qui devraient se répercuter sur nous dans les prochains mois et qui vont certainement confirmer que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente, au moins dans le pitch des fabricants pour nous vendre leurs produits. Et je vous le dis, le mot agentique, là, oui. Prenez note, ou prenez pas note, mais vous allez en entendre parler, parce que c'est sûr que vous allez savoir c'est quoi dans 3 mois. Est-ce que ça va marcher? C'est une autre conversation. Ça, on pourra l'essayer éventuellement et en rediscuter. Mais c'est gros en ce moment pour tous les fabricants qui ne parlent que de ça. Oui, à Lynn aussi, il y avait plusieurs conférences qui étaient sur l'agentique, voilà. qui est une version spécialisée de l'intelligence artificielle. C'est qu'au lieu d'avoir une intelligence artificielle qui fait tout, tu dis, OK, je vais faire une intelligence artificielle spécialisée. Puis là, je vulgarise très, très vulgairement, là, mais grosso modo, je vais avoir une intelligence artificielle pour réserver les billets. Je vais avoir une intelligence artificielle pour mon service à la clientèle. Je vais réduire son champ d'activité pour minimiser les risques d'erreur, rendre le traitement plus rapide, puis je vais pouvoir l'optimiser à ce moment-là pour ça. Fait que d'avoir des agents qui prennent des rendez-vous pour toi, des agents qui répondent à tes clients pour toi, pour les particuliers, je suis curieux de voir si les gens vont vraiment se fier à ça pour gérer leurs rendez-vous, mais pour des entreprises, ça peut faire une énorme différence au niveau de la productivité. Ben, il y a une partie de la chose, il faut avoir une confiance aveugle dans la machine qui ne fait jusqu'à maintenant que nous retourner des faux résultats souvent. Donc, je sais pas. Il y a un saut dans le vide là qu'il soit fait, et je sais pas à quel moment on va le faire, parce que les fabricants, eux, ils font comme, oh oui, ça marche. Et là, ils se font des démos puis ça marche pas. Donc, je sais pas à quel point on se dirige droit dans un mur, mais il y a certainement un embellissement de la réalité dans l'application, ou dans le lancement, ou dans l'effervescence autour de cette application-là. Mais c'est la poule et l'œuf. Qu'on le veuille ou non, si ça passe, s'en vient. Ben oui, ça révolutionne tout. Si ça casse, ben tous les investissements, la déception. Encore une fois, si les gens sont mal encadrés, si les données fuitent, si je le vois partout là, sur LinkedIn, des grands penseurs qui publient 12 fois par jour des pensées philosophiques, le slop, les images générées pour attirer ton attention. C'est horrible. Oui. Ben, d'ailleurs, c'est une étude, il faut que je retrouve d'où vient l'étude, mais cette semaine, il y avait une étude sur le slop, justement, qui est l'espèce de faux contenu généré par l'IA, qui est pas nécessairement du bon contenu, là.
l'IA au travail, bien des travailleurs, ce qui arrive, c'est qu'on utilise l'IA pour générer des rapports, des présentations, des choses comme ça, et ça crée du slop dans les applications de travail. Et le travailleur, lui, gagne en productivité, mais les personnes, après, qui doivent reprendre son matériel, doivent travailler 20% plus, donc annulent le gain de productivité du travailleur. Donc, c'est en train de juste pousser le problème un peu vers quelqu'un d'autre, et ça va être dangereux là, si on n'améliore pas la qualité des données, l'apprentissage et tout ça des IA. On va finir par se rendre compte que c'est peut-être pas aussi bon qu'on l'espérait, mais au moins pendant ce temps-là, et c'est ce qui est important de retenir, c'est que la quincaillerie, elle, s'améliore beaucoup. Les progrès techniques, les progrès de vitesse, parce que je peux pas le dire maintenant, parce que je suis sous embargo, mais on a testé, on a fait du benchmarking en bon français avec les processeurs ici, et ça rentre au poste. C'est le plus que je suis autorisé à vous dire. Voilà. Tu vas nous en parler? On aura l'occasion d'en reparler certainement. Ben oui, c'est sûr. Dans un autre épisode. Parce que c'est la fin, en fait. Je te laisse... oui, tu vas aller sur la plage, tu vas aller manger des ananas, tu as un luau, je crois, un barbecue. Ben, plus tard, la chose importante à savoir, c'est qu'il est 6 heures plus tôt à Hawaï qu'il est à Montréal, qu'il est au Québec. Donc, en ce moment, quand on est en plein après-midi à Montréal, on se réveille à peine ici. Donc, je suis pas encore rendu très avancé dans mon horaire d'alimentation. Je pense que je vais aller au café, parce qu'on s'appelle quand même pas une tasse de tech pour rien. Mais oui, je vais aller... écoute, à 7 heure-ci, j'ai des conférences qui commencent. Donc, c'est la suite. On va parler, et j'en parlerai dans une autre balado, peut-être chez Cogeco aussi, qui porte un autre nom et qui porte sur d'autres sujets. Mais j'ai une conférence sur Snapdragon dans l'automobile qui s'en vient dans 1 heure. Oui. Donc, si vous voulez savoir plus, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vais en parler où ça tient la route. Je fais quand même la convergence, hein, on va se dire les vraies affaires. Mais ce sera donc là. Et si vous voulez encore plus d'informations sur la techno, ben évidemment, vous réécoutez nos anciens épisodes si vous voulez, vous vous abonnez, n'est-ce pas, et vous prenez le temps de bien digérer, parce qu'il y avait beaucoup de data, beaucoup d'informations quand même dans cette tasse de tech plus ou moins express, et vous revenez la semaine prochaine, parce qu'on en aura une autre qui va être tout aussi bonne. Ce qui nous permet de remercier nos partenaires, Pascal. Ben oui, TELUS, Plan Hub, Cogeco Média pour la mise en onde, pascalforget.com pour me lire. Je publie régulièrement des nouvelles, des petits compléments d'information. Alain McKenna, on peut te lire dans la presse, entre autres. J'imagine que tu vas nous parler plus en détail de tes aventures hawaïennes avec Qualcomm. J'ai hâte de te revoir en personne. Ça fait longtemps. Puis j'espère qu'on va voyager ensemble un jour. Ben là, la prochaine, t'es... Ben, moi, je suis à pense que oui. Le 14 pour le SEO Summit, invité par Planet Hoster. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur le référencement des sites web, c'est pas pour rien là, qu'en ce moment, j'obsède sur mon site web, je lis les conférences, je fais « Hey, j'ai-tu fait ça? J'ai-tu optimisé telle affaire? Est-ce que mon référencement est bon? » Puis là, je m'intéresse beaucoup à ça ces temps-ci. Je vais vous donner peut-être des secrets pour optimiser vos sites web. Moi, je vais vous en donner un secret. Merci. Ça a l'air qu'il y a une grosse transformation du SEO provoquée par l'intelligence artificielle. Oui, on parle de GEO, je crois. Pas du SEO, Search Engine. Je crois que c'est du GEO. C'est que tu crées ton site web. Et d'ailleurs, je regardais ça sur mon site. On a maintenant l'option de créer une petite phrase pour les robots, pour l'intelligence artificielle, pour s'assurer que l'intelligence artificielle comprend la structure de notre site, son contenu, et ainsi de suite. Fait que ça va être la course. Il y a beaucoup de conférences au SEO Summit qui vont parler de ça. Puis j'ai compte en savoir plus. Fait qu'on en reparlera bientôt, mais la semaine prochaine, on va être là avec notre tasse de tech sur un autre sujet. On va peut-être parler, je sais pas, de sport, d'autres choses, là, d'alimentation. Avec un autre techno, bien sûr. Donc, la semaine prochaine. Voilà. On se croise les doigts. On va voir. Écoute, on peut pas ne pas... C'est partout. On peut pas rien faire. Mais on va prendre une petite pause. On se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. Pour une mise à jour sur l'actualité qui bouge d'heure en heure. Pour tout savoir sur ce qui se passe ici ou ailleurs. Abonnez-vous à la balado Les actualités Cogeco Nouvelles. Écoutez-nous partout en tout temps. Sur votre application Cogeco Média.